Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, émotion et consternation dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, après la mort de 5 personnes dans un accident de circulation. Le bus de l'agence Avenir Voyage, parti de Fumban pour Yaoundé, a fait une sortie de route sur le parcours. Deuxième accident en moins d'un mois pour cette agence. Cette fois, l'on évoque une défaillance de frein sur le véhicule. À la une également ce soir, le calme est de retour à Makari dans l'extrême nord du Cameroun. Le week-end dernier, une lionne en furie a semé la frayeur, blessant au passage plusieurs personnes. Le félin a été finalement abattu. La peur persiste tout de même quant à la possibilité de la présence d'un mâle sur les traces de la défunte lionne. Dans l'actualité également ce soir, des consommateurs de vins et spiritueux déposent les verres. Ils redoutent la qualité des produits contenus dans des bouteilles de whiskies et vins. Le démantèlement des distilleries où sont fabriquées ces boissons alimente la panique dans les espaces de consommation depuis quelques jours. Ce soir, nous vous donnons quelques astuces pour reconnaître une boisson de qualité. S'achemine-t-on vers une réforme du code électoral au Cameroun? Un communiqué interne d'Elections Cameroun laisse présager cette possibilité. La direction générale des élections demande à ses délégués régionaux de lui faire des propositions dans ce sens. Les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Parole à quelques acteurs dans ce journal. Et puis du sport, Afrobasket, les Lions indomptables qualifiés pour la prochaine édition de la compétition. 2 victoires en 3 sorties. L'équipe nationale du Cameroun rassure, vous le verrez vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je le disais en titre, du sang a encore coulé sur la chaussée cette nuit de dimanche à lundi. Un gros porteur de l'agence de voyage Avenir du Noun roulant à vive à lui a fait une sortie de route sur l'axe Fumban-Baganté. Le véhicule en partance pour Yaoundé n'arrivera jamais à destination. 5 morts et des blessés graves. C'est donc le bilan provisoire de cet accident. Selon des premiers éléments de l'enquête, une défaillance de frein serait à l'origine du drame. Yasset Trezotanon et Abraham Saha pour les détails. Il est minuit 30 au lieu d'Imaka 2, village situé dans l'arrondissement de Fumban, région de l'Ouest Cameroun. Un bus de 60 places de l'agence Avenir du Noun vient de faire une sortie de route. C'est l'horreur. Des corps sur le macadam et certains passagers coincés. Le jour se lève, l'on peut mieux voir l'ampleur du choc. L'engin a terrassé un arbre. Certains passagers blessés reviennent sur l'origine du drame. Je n'ai pas perdu connaissance, donc je me rappelle bien de ce qui s'est passé. En descendant une colline, subitement, j'ai vu comment le chauffeur était en train de bagarrer avec le volant et on était à vive allure. Il a essayé de freiner, ça n'a pas donné, il a même mis le frein moteur. J'ai compris comment le véhicule a crié, mais jusqu'à là, rien. Il a basculé le véhicule à la droite. C'est quand il bascule le véhicule à la droite, comme moi j'étais assis à la deuxième portière derrière, où il y a souvent une barre de fer devant là. Et je me suis donc agrippé sur la barre de fer. Il a basculé, le véhicule a tourné 2 fois. Par la grâce de Dieu, je suis sorti quand même sain et sauf. J'ai réussi à appeler mon grand frère, il n'était pas loin de nous. Il y avait déjà 3 morts couchés là. Mais on n'avait pas encore soulevé le véhicule. Il y avait des gens en bas du siège. Le reste, je ne sais pas trop. Quand nous sommes arrivés là, il y a eu encore 2 morts. Quand on est monté à l'agence à Koutaba, en venant de Fumbot, il s'est arrêté à l'agence de Fumbot. Donc, il paraît que la voiture n'avait pas de frein. Quand il s'est arrêté là-bas pour prendre les autres passagers, donc il a demandé le clé 10, qu'on lui donne le clé 10. Nous, on était inquiets dans la voiture, on a posé question que peut-être la voiture n'a pas le frein, comme il a demandé le clé 10. Donc on a dit qu'il n'y a pas le clé, il a pris sa route. Le gouverneur de la région de l'Ouest, après un tour sur les lieux de l'accident, rend visite aux accidentés internés à l'hôpital de district de Fumban. Le préfet Donatien Houm dresse le bilan de cet accident. Nous avons enregistré malheureusement 5 décès
sur le champ et une quarantaine de blessés. Les corps ont été conduits à la morgue de Fumban. Quelques-uns ont été déjà identifiés par les familles respectives. Les morts sont acheminés à la morgue de l'hôpital de district de Fumbot et de Fumban. Certains blessés graves ont été évacués dans des conditions pas confortables, sans ambulance, à l'hôpital de Bafoussam et à Yaoundé. Que s'est-il exactement passé à Makari dans l'extrême nord Cameroun ce week-end? Une lionne particulièrement agressive a semé la terreur dans la localité. L'animal a attaqué une dizaine de personnes avant d'être abattu par des soldats en position de légitime défense. Les blessés suivent des soins dans certains hôpitaux de l'extrême nord. Beaucoup s'interrogent encore sur la présence de ce félin en ce lieu. Une affaire qui est loin de faire l'unanimité sur place. Yasset Trésotano et Aminou Aliou pour les détails. Les images des hommes en tenue tenant la tête d'une lionne. D'autres clichés sont ceux de l'animal encore entier. Des images prises à Makari dans l'extrême nord Cameroun et largement relayées sur les réseaux sociaux. La lionne aurait attaqué quelques habitants du coin avant d'être neutralisée par des hommes en tenue le 19 février. Il y a eu attaque d'un lion sur les populations. Environ 11 personnes ont été blessées. Heureusement, nous ne déplorons pas les pertes en vies humaines, tel que mon communiqué du dimanche l'a signalé. C'est sûr qu'il y a eu attaque parce que les populations ont paniqué, le lion aussi a paniqué. Donc, parce que le lion n'attaque pas n'importe comment. Le flou persiste encore sur la provenance de l'animal en ville. Tous les ans, les animaux font des déplacements du parc national de Ouaza vers le parc national de Kalamanoué, donc vers la zone de Logone-Chari et plus précisément dans les environnements de Logone-Bini et du puits de Makari. Donc l'origine probable de ce lion peut être soit les pays voisins, soit le parc national de Ouaza. La question que se posent plusieurs personnes est certainement les organismes de protection des animaux. Pourquoi n'avoir pas utilisé une arme non létale pour immobiliser la lionne? La ville de Konsamba, elle, est devenue une zone de haute criminalité. Le corps d'un conducteur de mototaxi a été retrouvé ce jour. Des traces sur la dépouille laissent présager un assassinat à coups de poignard. Dans le même temps, le corps d'un autre homme a été retrouvé baignant dans une mare de sang. L'hypothèse d'un empoisonnement alimente les commentaires à Konsamba. Le récit de Junior Ossan et Emmanuel Gomba. Sango Patipe, conducteur de mototaxi dont la vie de Konsamba n'est plus. Après un long combat face à des présumés assassins, l'homme n'a pas survécu au coup de poignard. Son corps a été retrouvé ce jour par les riverains dans un champ de maïs au lieu-dit quartier Kanté-Palmier. Alerté, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Konsamba et les forces de maintien de l'ordre sont descendues sur le lieu. Et apparemment, il a été même poignardé, puisqu'on retrouvait un autre hôpital déposé à côté. Et puis, on ne sait pas comment ça s'est passé. Vraiment, ça, c'est terrible. Avant ce cas tragique, un autre corps sans vie, baignant dans une mare de sang au quartier du Carrefour Massanga, dans le premier arrondissement de Konsamba, avait été retrouvé par les habitants. La thèse d'un empoisonnement est avancée. C'est bien aux envois de 20h quand je rentrais. On a l'habitude de se voir. Quand il est venu, il a fait un peu. Il fait je suis quitté, je lui ai laissé. Là, il était placé debout. En santé? En santé, bien. Il n'était pas malade. Il était bien vu debout. Il avait croisé les mains, il était là debout. Jusqu'à quand il me voyait, il faisait des. Comme quand on se voit, on a les blagues. Mais ça me surprend comment le matin, l'enfant me vient me dit qu'il est mort. Il m'informe que son voisin est décédé. Apparemment, le voisin est sorti très tôt le matin, il s'est rendu au champ. Il semblerait qu'il a eu un malaise en cours de route. Il est rentré, mais quand on parcourt tout le long, on voit le sang un peu partout, jusqu'à l'entrée de la maison. Pour le moment, les deux corps sont dans une morgue de la place et les enquêtes sont ouvertes.
Encore des mouvements d'humeur dans l'arrondissement de Yaoundé 2 après les commerçants du marché Mokolo. C'est au tour de ceux du marché 8e de dénoncer les abus dont ils sont victimes au quotidien. Ce week-end, ils ont manifesté contre le paiement obligatoire des taxes auxquelles les soumettent certains agents de la mairie de la ville. Taxes pourtant suspendues jusqu'ici par les autorités municipales. Alain Ghislain Kanga et Bertrand Sassé pour le reportage. Aux premières heures de la matinée du 20 février, le marché 8e dans l'arrondissement de Yaoundé 2 est déjà sous tension. Ces vendeurs manifestent leur courroux face aux événements survenus la veille dans cet espace commercial. Sabots sur les roues des véhicules, pièces et autres accessoires emportés, c'est le prix à payer pour ceux qui refusent de se plier au paiement des taxes. Ces exactions sont attribuées aux agents de la mairie de la ville. On lui demandait ça, je n'avais pas. Les gens du poste. Oui, on lui demandait, je n'avais pas, on a confisqué la boîte, c'est là-bas au poste. La taxe en question a été suspendue récemment par les autorités municipales suite aux désordres constatés dans le processus de paiement des tickets. Seulement, des individus au nom de la mairie de la ville continuent de faire des réclamations aux commerçants. Les gens payent. Mais moi, je vous dis, je ne paye pas, je ne paierai jamais. Moi, je ne paye pas. Moi, Lounou Pascal, je ne paye pas les cartons. On a déjà trop souffert avec ce problème. On a même demandé au chef de l'État de nous sauver parce qu'il paraît que nous ne sommes plus Camerounais. Nous sommes menacés. Informé de la situation, le maire de Yaoundé 2 dépêche sur les lieux son premier adjoint. Le magistrat municipal rassure les commerçants. Nous allons nous rapprocher du maire de la ville pour essayer de trouver une solution d'une manière définitive. Mais pour l'instant, j'exhorte n'est-ce pas les commerçants de suspendre, conformément au dit du maire de la ville et du maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e, de ne plus payer jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Les commerçants savourent déjà cette énième mise au point en attendant d'autres rebondissements dans cette affaire. On ne paye plus rien, c'est fini. L'actualité de l'hôpital du district de Bafia reste marquée par la suspension de son directeur général, Roger Benda Kwele, écope de 3 mois de suspension sans solde pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Le directeur sortant a cédé son siège à Ndjabui Idrissou, nouveau directeur par intérim, au cours de la passation de service jusqu'à l'horizon 2045. Reportage François Emossi et Espoir Nisebaya. Lundi matin, à l'hôpital de district de Bafia, la cour est calme. Les usagers vont et viennent. Chaque personnel de l'hôpital respecte son couloir. La suspension a établi son quartier général dans cette formation sanitaire et chacun y fait attention. 10 jours de suspension, ça commence à faire sérieux. Dr Roger Benda Kwele, directeur de l'hôpital, est suspendu d'activité pour 3 mois sans salaire. Il est accusé lui aussi de manquements graves à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Il sera remplacé par Ngui Idrissou, médecin de santé publique, cumulativement avec ses fonctions de chef de district de santé de Bafia. L'autorité administrative était sur les lieux pour assurer la passation de services. Après lecture des notes du ministre de la Santé publique et la présentation du nouveau directeur par intérim, le préfet a passé un message sur la conduite au personnel du dit hôpital. Ce n'est pas la première fois que je suis devant vous pour parler des problèmes dans cet hôpital. Mais ça, c'est pour faire comprendre à ceux qui ont encore besoin de comprendre que la hiérarchie vient ici, vous dire des choses pour la bonne marche des services publics, pour l'intérêt de nos populations. Il faut prendre ça aussi. S'impliquer davantage au service, développer une collaboration franche au sein de la structure sanitaire ont été recommandés pour son bon fonctionnement. Des incohérences sur la gestion de l'hôpital ont fait surface. Un rapport détaillé est attendu à la préfecture dans les brefs délais. Et tel que cela se dessine, l'hôpital de district de Bafia n'est pas loin de subir de nouvelles sanctions. Nos oreilles sont tendues. Après la découverte d'un réseau de vins et spiritueux frelatés à Yaoundé il y a quelques jours, les consommateurs sont en alerte. Les débits de boissons et les grandes surfaces accusées de maintenir ce réseau de faux en commercialisant ces produits de qualité douteuse sans défendre. À qui la faute finalement? Comment lutter contre cette pratique qui tue l'économie camerounaise à petit feu? Comment reconnaître un vin de qualité? Élément de réponse dans cet élément de Marcel Libao et Thierry Nana.
Le Cameroun a importé 170 297 bouteilles de 75 centilitres de vin en 2019, selon le rapport du comité interprofessionnel du vin et du champagne. Un volume qui, bien que conséquent, n'a pas réduit les réseaux de contrebande et de contrefaçon des spiritueux, dont l'un a été démantelé il y a quelques jours à Yaoundé. De quoi rassurer ceux qui font la différence. Vous voyez ici le logo qui est préimprimé. Avec cette préimpression, on ne peut pas le retirer, on ne peut pas le contrefaire, ce qui fait que ce logo, une fois que vous retournez la bouteille, vous indique que vous êtes en face d'un produit authentique. Certains se sont munis de méthodes propres à eux pour lutter contre la contrefaçon. Ici, on a LKX P5420 qu'on retrouve ici, LKX P5420, et l'heure à laquelle la bouteille a été produite, c'est 8h56, qu'on retrouve également sur la contre-étiquette 8h56. Pour la consommation à domicile, une méthode particulière est proposée. Vous avez le deuxième test, qui lui est un test de flambée. C'est un test que je recommande de faire chez soi. Les débits de boissons pointés du doigt s'en défendent. Nous sommes des commerçants et on n'est pas des fabricants et on n'aime non plus des experts qui maîtrisent la qualité d'un liqueur à travers une bouteille. Aux consommateurs, ils préconisent. À tous les consommateurs qui consomment nos produits sur les points de vente, à la fin de leur consommation, de procéder simplement à la destruction de cette contre-étiquette. Malgré les mesures mises sur pied à chaque fois pour lutter contre la contrefaçon et la contrebande, les faussaires continuent de sévir. Une sonnette d'alarme est donc tirée à l'endroit des autorités administratives dans le contrôle strict des vignettes, garant de qualité et d'authenticité. Des jours durant dans le noir, les populations de la ville de Ngaoundéré avaient déjà domestiqué cette habitude jusqu'à ce 19 février, date à laquelle la nouvelle centrale thermique a été mise en service. Est-ce sous les cendres des délestages et autres rationnements? La question se pose sur place. Voyons ce soir l'impact dans les ménages et commerces et ce que ces groupes électrogènes démantelés à la centrale d'Ahala à Yaoundé viennent apporter au réseau interconnecté Nord. C'est dans ce reportage d'Eringele. Ce n'est qu'une question de jours. Probablement, première semaine de janvier, la nouvelle centrale, parce que c'est une nouvelle centrale thermique, celle de Ngaoundéré, elle sera mise en service. Mieux vaut tard que jamais, s'est-on dit pendant la mise en service de la nouvelle centrale thermique de Ngaoundéré, le 19 février dernier. Plus de 40 jours se sont additionnés à cette échéance, instruite en décembre dernier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est un sentiment aussi de soulagement, parce que la mise en activité de cette centrale va booster les activités de nos populations. Cette centrale peut fonctionner à ce qu'on appelle îloté. Îloté veut dire en cas de maintenance sur la ligne de transport ou bien en cas d'indisponibilité de la ligne de transport, cette centrale peut fonctionner seulement pour alimenter la Damawa. Nous avons alimenté déjà les 12 MW à Djamboutou, nous avons 8 MW ici. Au même moment, à Baladi 1, Yaya Bello est au bout du rouleau. Son quartier, Gadamabanga, est sevré d'énergie depuis 3 jours. La coupure de Gada, c'est grave. Actuellement, je suis quitté à Gada pour venir concasser le maïs ici. Hier, on a dormi sans manger. Je suis obligé de parcourir presque 3 km pour venir ici. Comme lui, chacun des habitants de Ngaoundéré a une histoire cocasse. On a les moteurs grillés, 3 frigos grillés ici. Voici ça. Ça grille les télé, on a beaucoup de téléviseurs qui arrivent ici. Franchement, nous-mêmes sommes étonnés. Alors que le courant électrique clignote dans les chaumières, les factures à la fin du mois donnent le vertige. Même quand il y avait la lumière, le taux n'était pas élevé comme maintenant. À chaque 6 mois, on a une perte de 500 à 600 000. La centrale thermique en question n'est pas totalement achevée. Au lieu de 8 groupes électrogènes, Ngaoundéré en a reçu 9, qui carburent à raison d'un camion citerne et demi de fuel par jour. Ne demandez pas la facture. Est-ce pour autant la fin des délestages dans la ville de Ngaoundéré? On ne dira pas que le problème est complètement fini, mais vous allez apprécier la différence entre ce que nous avions avant et ce que nous allons avoir maintenant. Depuis la rentrée académique, l'université de Ngaoundéré et le village universitaire sont de manière continue dans le noir. Une correspondance adressée à l'entreprise nationale en charge de la commercialisation de l'électricité révèle le mal-vivre des corps de dons.
En fin de semaine dernière, une fuite documentée à Elekam a permis à l'opinion de savoir que la question de la réforme du code électoral du système électoral camerounais n'est pas reléguée au calendrier grec. Par ce courrier interne, la commission électorale laisse croire que la question jusqu'ici adressée par l'opposition est peut-être examinée dans les cercles du pouvoir. Rodrigue Tong et Bertrand Sassé ont rencontré des acteurs politiques et évaluent justement avec eux la pertinence d'un tel projet de réforme du code électoral. Un frémissement avec ce courrier du directeur général des élections par lequel Éric Essoussé consulte des démembrements régionaux dans la perspective de la réforme du code électoral. Nous avons très bien accueilli cette nouvelle. Elle est quand même en train d'envoyer un message au gouvernement pour lui dire que les règles actuelles du jeu avec lesquelles nous organisons les élections sur le terrain doivent être modifiées parce que nous éprouvons des difficultés sur le terrain. Si cette fuite au niveau d'Elekam relance le débat sur le code électoral, elle ouvre évidemment en même temps le chapitre des propositions. Tout le monde sait que depuis le SDF réclame la biométrie intégrale. On veut aussi l'élection présidentielle à 2 tours. Dans le système actuel, Elections Cameroun organise les élections, mais c'est une autre institution qui proclame ces élections. Ça ne se fait pas ailleurs. Des élections municipales. Vous savez qu'avec le code actuel, si un parti a la majorité absolue, il prend la totalité des sièges au Conseil. Ce qui n'est pas normal. Au sein d'une partie de la société civile qui a soulevé en son temps, sans problème du code électoral, l'on souhaite carrément la remise à plat au lieu d'amendements comme le subodore le courrier d'Elekam. Vous parlez sans problème, montre totalement la vacuité de ce document qui traduit véritablement une hérésie juridique. Donc la question n'est pas de savoir ce qui ne va pas dans le code, c'est de savoir s'il y a quelque chose qui va dans ce qui tient lieu de code électoral aujourd'hui. Et la réponse pour moi est, il n'y a rien qui puisse être maintenu dans ce code en l'état. Elekam, dans un rapport sur les élections, proposait déjà une réforme du code en vigueur. Est-elle dans la même foulée simplement ou répond-elle là à une commande du pouvoir de Yaoundé? Les questions sur les process restent entières sous le landerneau politique. Et lui, il se sera battu pratiquement toute sa vie pour la réforme de ce code électoral. Bernard Djonga s'en est allé, l'ingénieur agronome, ancien président de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs ADIC, est décédé au CHU d'Amiens en France ce dimanche des suites de maladie. Ce fervent défenseur du Made in Cameroun laisse derrière lui sa famille, ses proches et collaborateurs dans la tristesse et la consternation. Voyons cela dans ce reportage réalisé à Yaoundé par Karel Mezati Achoya et Luc Vandor. Elles ont du mal à contenir leur douleur. Le seul moyen de l'évacuer, à l'intérieur, c'est le calme plat. L'atmosphère est lourde, chargée de tristesse. Un siège allumé pour maintenir réveillé l'âme de ce monument du secteur agricole au Cameroun. Nous sommes au domicile de feu Bernard Djonga, situé au quartier Fouda à Yaoundé. La famille de l'ingénieur agronome formé à la FASA de Tchang porte le deuil. C'est cette ambiance morose que nous retrouvons au siège du journal La Voix du Paysan, l'une des œuvres de celui qui était bien connu du landerneau politique camerounais. Sa disparition laisse ces hommes et femmes orphelins. On ne remplace pas Bernard Djonga, mais on s'efforce à faire vivre la cause que nous croyons juste qu'il a défendue. Et nous ne sommes pas seuls. Nous croyons que vous aussi, et tous ceux qui partageaient les valeurs défendues par Bernard Djonga, vont être à côté de nous pour que ces œuvres ne meurent pas. Ils entendent perpétuer les œuvres de leur porte-étendard. Le parti politique CRAC, Entendez croire au Cameroun, fondé par Bernard Djonga, et l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, ACDIC, qui l'a dirigé, ne resteront pas fermés comme ce fut le cas aujourd'hui. Tous vont y mettre du leur pour honorer la mémoire de celui qui, de son vivant, s'est déclaré sans faire acte de candidature à la présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Il était également en course pour les législatives de février 2020.
Il est décédé donc à l'âge insoupçonné, abandonnant derrière lui, vous venez de le voir, tout le combat qu'il a porté, qu'il a mené toute sa vie, notamment celui pour une agriculture entièrement camerounaise avec des produits made in Cameroun. Etche Homo, voici le portrait de l'homme par Ghislain Pierre-Issono. Bernard Djonga, son évocation renvoie à 3 personnages distincts mais non cognitifs. Le premier, un agriculteur, un défenseur acharné des causes de ceux qui ont eu et qui auront encore une cause confidente avec la terre et ses dérivés. L'ingénieur camerounais avait appris qu'une échelle de vie signifie manger avant de penser et penser quand on a la liberté de pouvoir manger. L'indépendance alimentaire, on le voit, tel aura été le créneau de cet ingénieur, à la fois homme politique, syndicaliste et aussi homme politique. UPCiste, Union des populations du Cameroun, à la base, comme tout Camerounais, eh bien, indépendantiste, pour qu'il soit un nationaliste, eh bien, le fruit de nos entrailles, tel aura été son créneau. Cela s'appelle le Made in Cameroun. La noble cause consistait à faire produire les locaux pour la demande nationale et à rejeter le poulet dit le poulet congelé. Et pas seulement pour celui qui fut venu bover au Cameroun. C'était alors l'époque affirmée de la terre mondialiste. La cause nationaliste et des autres nations devaient donc servir de leitmotiv à celui qui défendait l'agriculture et pas seulement l'agriculture au sens national. Eh bien, il fut alors président de l'ADIC, l'Association camerounaise de défense des intérêts collectifs des Camerounais. À la suite de ces procès, entre guillemets, l'État camerounais, lui aussi, aura d'ailleurs mis en place des quotas d'importation et abat la part du lion en termes de prédateurs. Mais Bernard Djonga, c'est aussi sa dernière révélation d'homme politique. L'homme que nous rencontrions en 2004 aura créé en 2018, quelques années après, un parti politique nommé le CRAC. Son ambition, rallier à sa cause les personnalités du monde agricole pour pouvoir défendre les droits de ceux-ci et donc de pouvoir être un verdiste, y compris par la paix et le prix du physique. Un combattant de liberté d'avoir faim ou pas, qui sera matérialisé par ce journal dont il fut le créateur. La voix des paysans, pour ne pas le nommer, ou ces projets qui prospèrent et qui va encore prospérer, dont le but est de faire vivre l'idée qu'un syndicalisme agricole est né et a grandi. Il jurera à jamais quelle était son ambition. Le journal en question promet l'idée de l'ADIC, l'association de défense des intérêts des consommateurs camerounais, et une cause à tout le moins noble, à l'instar de ces fonds de 74 milliards de francs CFA alloués pour l'agriculture, mais destinés à autre chose, selon lui, et un fait qui a été dénoncé à tort et à cri. Tout un paradoxe pour cet homme de combat qui cependant s'octroyait les financements internationaux. C'était aussi cela, le paradoxe. Bernard Djonga, paix à son âme. Écho du palais de l'Unité, le président de la République a reçu en audience en mi-journée l'ambassadeur de France au Cameroun. Paul Biya a indiqué dans un tweet subséquent à cette rencontre entre les deux hommes que le diplomate français était porteur d'un message d'Emmanuel Macron. Le président de la République française, le chef de l'État camerounais Christophe Guilou, ne s'était pas vu officiellement du moins, depuis les déclarations et contre-déclarations sur d'accords prétendument secrets entre leurs deux pays, mais aussi depuis la dernière interview d'Emmanuel Macron accordée à Jeune Afrique. Le président français évoquait avec notre confrère parisien, entre autres, le climat socio-politique au Cameroun. Le Cameroun, justement, et la République centrafricaine en phase pour la fluidité du trafic sur le corridor Douala-Bangui. Les ministres en charge des transports des deux pays ont eu une séance de travail ce jour à Yaoundé pour passer en revue les questions du secteur. Sur la table, la sécurité des hommes et des marchandises au cours du transit, l'harmonisation des coûts et la mise sur pied d'un dispositif de contrôle bénéfique aux deux pays. Je vous propose d'écouter tour à tour les ministres camerounais et centrafricains en charge des transports micro et Serge Alanzib. À l'issue de cette visite de travail, comme celle tenue le 6 juillet 2020 à Garoua-Boulaye, toutes les doléances formulées à l'attention respectives seront examinées avec soin et recevront les suites qu'elles méritent. Celles relevant de la coordination de l'action gouvernementale seront examinées
en concertation avec les différentes parties prenantes concernées. L'étau a déjà été desserré autour du corridor et définitivement. Je vous rassure que c'est avec une émotion que le premier convoi a été accueilli le mardi 16 février 2021 à Bangui. Désormais, nous avons pris la résolution que les convois soient assurés, renforcés durablement par les forces nationales et leurs alliés bilatéraux, notamment les Russes et les Rwandais, ainsi que la MINUSCA. Pas de pénalité de paiement tardif ni intérêt de retard de paiement dans le cas où la plateforme en ligne serait responsable du non-paiement à temps des impôts. Une résolution de l'administration fiscale au cours des échanges avec le secteur privé à Douala. Modeste Mopa Fatouan, directeur général des impôts, décide de promouvoir le civisme fiscal en accompagnant le contribuable dans l'accomplissement de ses obligations. A échangé avec les représentants des grandes entreprises, petites et moyennes entreprises. 5 jours de travaux dont Robert Charlie nous donne quelques résolutions. Dématérialiser les procédures et sécuriser ou améliorer par ricochet les recettes de l'État, une équation toute trouvée dans la loi de finances 2021. Fini de longues files autour des guichets et d'intermédiaires, désormais à l'aide d'une simple application, il est possible de payer ses impôts. Des innovations qui ont suscité un dialogue entre l'administration fiscale et le secteur privé. Les réformes qui touchent aux téléprocédures, les télédéclarations, les télépaiements, mais également apporter quelques éclairages sur les innovations de la loi de finances pour l'exercice 2021 en ce qui concerne les mesures fiscales. 5 jours d'échanges, de critiques et de propositions entre les représentants des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et la Direction générale des impôts. Plusieurs préoccupations ont été relevées telles la problématique apparente du bilinguisme dans les plateformes de paiement, le renforcement des capacités des petits contribuables afin de les épargner des abus de tout genre, la dispensation de la retenue de 15% sur les loyers qui, faut-il le rappeler, sont les revenus des bailleurs, au-delà d'être favorable à une démarche pédagogique qui vise à encourager le contribuable dans l'amélioration des comportements déclaratifs qui n'occultent pas des contrôles. L'administration fiscale entend promouvoir le civisme fiscal, rassure de la non-pénalité des paiements tardifs dus au mauvais état de la plateforme de paiement. Elle reste ouverte aux propositions d'amélioration du secteur privé et pour la loi de finances 2020, l'administration fiscale entend proposer des incitations pour encourager le paiement en ligne. Au-delà de la sonnette d'alarme tirée, quant à la retenue lors des paiements dans les guichets de banque, l'on a noté l'absence remarquable du JICAM à cet échange crucial pour le contribuable camerounais. Hier dimanche se célébrait la journée mondiale des langues maternelles, occasion pour nous de questionner la valeur donnée à cet héritage par la jeunesse. Nous avons donc rencontré des jeunes au profil divers qui se rendent acteurs de la préservation de nos langues maternelles. La trentaine sonnée, ils sont enseignants, chercheurs et créent des moyens de transmettre aux autres. Aimé Catherine Moukouri et Henri Chinda sont allés à leur rencontre. Une génération connectée à ses racines. Rodrigue, la trentaine, est chercheur afrocentrique. Il fait partie de ces jeunes qui s'attachent à leur langue et voient autour de lui les lignes bouger. La langue porte 2 choses essentielles pour un peuple. La langue porte le génie d'un peuple et la langue porte aussi l'histoire d'un peuple, c'est-à-dire son histoire et sa vision du monde. Martin, 35 ans, enseigne la langue douala au travers d'associations qui offrent périodiquement des cours aux plus jeunes. Dans son quartier, qui est aussi un village, Bonateki, il a initié bon nombre, comme Michel, 21 ans, étudiant à l'université de Douala, avec qui il échange sur des cours passés. Pendant les vacances, je partais apprendre et c'était gratuit. Transmettre la langue maternelle, un véritable leitmotiv. Notre combat est de montrer aux jeunes d'aimer leur culture, de ne pas avoir honte, parce qu'on copie beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur et on oublie sa propre identité. Rencontrés dans les rues de la ville de Douala, de nombreux adolescents reconnaissent avoir des difficultés à parler leur langue. Je comprends quelques mots,
Mais d'autres, je ne parviens pas à comprendre. Dans cette salle de classe, pas d'élèves, mais un enseignant qui tient une classe virtuelle. Pokosi Doumbé, la trentaine, est cofondateur de Bantuland et de la plateforme Psycholo. Elle permet aux jeunes Camerounais, dans le monde, d'apprendre le Gomala, le Féfé, les Wondo, le Bassa et bien d'autres. Il est arrivé un moment où on m'a demandé de faire une étude comparée de ma langue maternelle et de la langue allemande. Ne parlant pas la langue, il fallait faire les recherches sur Internet concernant ma propre langue et j'ai trouvé que c'était très compliqué. 75 étudiants, la majorité de la diaspora, par semestre 12 enseignants, près de 10 langues. Les initiatives numériques se multiplient, comme Résulam, ressusciter les langues maternelles de Rodrigue Chamna, une plateforme qui compte des milliers d'abonnés sur la toile. Du sport à présent, le Cameroun sera présent à la prochaine édition de l'Afro-Basket. Les Lions indomptables ont obtenu leur ticket de qualification lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la compétition à Yaoundé. Les hommes de Lazare Adingono ont enregistré 2 victoires en 3 sorties. Les détails avec Alain Gislan-Kanga. C'est sans surprise que les Lions indomptables ont décroché leur billet pour l'Afro-Basket 2021. Et c'est face à la Guinée, sur le parquet du Palais des Sports de Yaoundé, que les hommes de Lazare Adingono ont réussi le pari. Ils se sont facilement imposés devant le Sili national 98-67, avec un Jérémy Zeli des grands jours. Le capitaine a inscrit à lui seul 22 points. Cette victoire, la 3e en 4 sorties sur l'ensemble des 2 phases et la 2e en autant de sorties pour la phase retour, leur donnait le pass pour le Rwanda. La veille, les Lions indomptables ont battu sur tapis vert la Guinée équatoriale pour n'avoir pas fait les tests Covid. La grande affiche de ce groupe C était Cameroun-Côte d'Ivoire. Les éléphants ont dominé les Lions sur le score de 64-57. Pas de revanche pour les Camerounais après leur défaite à l'aller. Un match sans véritable enjeu puisque les 2 équipes étaient déjà qualifiées. L'ensemble des heureux élus entreront en scène dès le 24 août prochain jusqu'au 5 septembre à Kigali au Rwanda pour la 30e édition du championnat d'Afrique de basket masculin. Encore un seul mot en sport et cette fois-ci du football. Le tirage au sort de la Coupe des Confédérations s'est déroulé ce lundi après-midi au siège de la CAF au Caire. À l'issue de celui-ci, Coton Sport de Garoua affrontera des adversaires coriaces. Logés dans le groupe B, les cotonculteurs affronteront le tenant du titre, le club marocain RS Berkane, les Algériens de la JS Kabylie et Napsa Stars de Zambie. Première sortie le 10 mars prochain à Tizi Ouzou sur la pelouse de la JS Kabylie. Pour rappel, le Coton Sport de Garoua percevra exactement 137 millions de francs CFA de primes de qualification pour cette phase de groupe. Place à présent à l'invité de notre journal dans le cadre de son introduction à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC. La régionale d'épargne et de crédit vient de tenir un roadshow à Douala pour nous permettre d'avoir une meilleure idée de ce qui s'y est exactement dit. Nous recevons ce soir le révérend Charles Roland Obamekat, administrateur, directeur général de la régionale d'épargne et de crédit. Bonsoir monsieur le directeur et bienvenue. Bonsoir, merci de nous accueillir dans votre merveilleux studio. Première question, pourquoi la régionale a décidé de faire son introduction en bourse? Oui, nous avons décidé de faire notre introduction en bourse pour des raisons financières et des raisons non financières. Alors, pour des raisons non financières, nous voulons réaliser notre vision qui consiste à faire une banque solide, une banque millénaire qui succède à son promoteur. Et aussi l'introduction en bourse nous permet de continuer à implémenter l'une des grandes valeurs de la régionale, à savoir l'innovation. Je ne vous apprends rien certainement, mais vous devez savoir que nous sommes la toute première institution financière en Afrique centrale, désormais à côté de son action en bourse. Donc ça rentre dans notre valeur d'innovation. Et maintenant, sur les points financiers, il va sans dire que la bourse c'est un marché. On va en bourse soit pour acheter, soit pour vendre. Nous partons à la bourse justement pour
vendre 196 000 actions à 42 000 francs l'une. Et en parlant justement de vente, la période de souscription des actions qui va du 9 au 26 février est très courue par les Camerounais. Mais que gagne-t-on à y souscrire? Quel est l'intérêt de la personne qui souscrit justement? Je voudrais d'entrée de jeu dire que cette opération est l'une des merveilleuses opérations que nous avons connues sur la place et que nous connaîtrons durant des années durant. Tenez, lorsqu'on souscrit à une action de la régionale, nous avons des gains matériels, c'est-à-dire financiers, et je pourrais aller plus loin, et même non financiers. Commençons par le financier. Un exemple concret pour illustrer, ceux qui ont investi 100 000 francs à la régionale en 2004, aujourd'hui se retrouvent à 3 600 000. C'est-à-dire 36 fois le montant de leur investissement. Vous-même pouvez imaginer. Deuxième intérêt financier que nous avons. Aujourd'hui, nous avons les résultats de 2020 qui ne sont pas encore partagés parce que la COBAC, effectivement, à cause du Covid, a demandé de reconduire cela. Donc, et voici une entreprise qui se porte bien, qui fait des performances et qui garde le résultat, et ceux qui vont souscrire aujourd'hui auront part au partage des dividendes en 2022, des résultats de 2020 et de 2021. Troisième élément qui n'est pas des moindres, ceux qui vont souscrire aujourd'hui, il y aura une double augmentation du capital, de sorte que ceux qui vont souscrire par exemple 100 actions, on va d'abord augmenter le capital et on va porter le capital à 15 milliards parce que vous savez le minimum que la COBAC exige pour être banque, c'est 10 milliards. Mais nous avons décidé de porter ce capital à 15 milliards. La deuxième augmentation de capital se fera par incorporation de la prime d'émission pour de l'ordre de 5 milliards. Vous imaginez? Ça veut dire que quelqu'un qui va acheter 100 actions aujourd'hui, d'ici, parce que le projet de passage à la banque, de dépôt de dossier, c'est au mois de juin. Et pour les raisons non financières maintenant? Voilà. D'ici là, il aura un gain effectivement de près de 50% des actions. 100 actions, il va se retrouver à 150 actions. Non financier, c'est simple. C'est la fierté d'être actionnaire dans une banque. Vous savez, quand on crée une banque, est-ce que vous êtes au courant qu'on est même en train de constituer le capital? Mais moi, je vous exhorte, vous les journalistes, les techniciens, voilà une opportunité merveilleuse pour que vous-même et vos enfants deviennent actionnaires. Et ça m'amène, monsieur le directeur, à vous poser cette question, la dernière. Comment procéder donc pour souscrire à cette offre publique de vente, vous avez dit tout à l'heure, de 196 000 actions? C'est aussi très simple que possible. Première chose, vous vous rendez à une agence de la régionale et les placeurs, vous arrivez là-bas avec votre carte d'identité quand vous êtes une personne physique, on vous donne un formulaire, vous remplissez et vous versez l'argent. Deuxième élément, c'est que vous pouvez souscrire en ligne. Vous partez à la régionale bourse en un mot.com. Vous cliquez là-bas, je souscris, et tous les éléments pour souscrire sont décrits là-bas. Donc c'est vraiment une innovation aujourd'hui, parce que vous pouvez même souscrire au travers des mécanismes digitaux qui sont mis en place. Donc c'est aussi simple et tout le monde peut arriver à le faire. Merci, monsieur le directeur général Charles Roland Auban ECAT, d'être venu nous expliquer cette affaire dans ce journal ce soir. C'est moi qui vous remercie en espérant que effectivement tous ces Bayam Selam, tous les journalistes, acteurs vont profiter de cette occasion pour être actionnaires dans une banque solide. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 19h50. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne. Je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir.